Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec les deux événements organisés au Grimaldi Forum en présence du souverain. Ensuite, direction le Louis XV qui fait peau neuve. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle exposition à la Galerie 11 Columbia. Et comme je vous le disais dans les titres, le développement durable est à l'honneur cette semaine au Grimaldi Forum. Le centre de congrès accueille deux événements majeurs liés à l'environnement. En présence du souverain, Sandrine Nègre était sur place. Depuis plusieurs années, le Forum euro-méditerranéen de l'efficacité énergétique réunit, comme l'indique son nom, des acteurs du secteur originaires de plusieurs pays. Un forum organisé par Johnson Controls, The Climate Group, GE Lighting et bien sûr la Fondation Prince Albert II. Le souverain a d'ailleurs participé à ce rendez-vous qui plaçait comme thème au cœur des discussions l'innovation au service de l'énergie. Les édifices sont très importants dans cette équation-là parce que mondialement, ils consomment 40 à 45 de l'énergie au monde et sont responsables pour à peu près 45 des gaz à effet de serre qui sont créés dans le monde. Donc, on ne peut pas avoir une discussion sur l'efficacité énergétique sans parler des édifices, premièrement. Deuxièmement, il y a deux considérations. C'est la nouvelle construction, premièrement, mais deuxièmement, c'est les rénovations d'édifices, surtout en Europe. On n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles constructions et donc il faut vraiment se fixer un objectif de rénovation dans le domaine de bâtiments qui est déjà établi. Donc c'est très important. L'amélioration de l'efficacité énergétique, un thème également à l'honneur à quelques pas de l'espace Van Dongen, toujours au Grimaldi Forum, à travers Ever Monaco cette fois-ci. Événement sur les énergies renouvelables et les véhicules écologiques. Le salon qui a également reçu la visite de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et de son Excellence Bernard Fautrier, président d'Ever. Village durable, table ronde, conférence scientifique. La 10e édition propose aux visiteurs la découverte de nombreux modèles éco-responsables pour une conduite plus verte, 4, 2 roues, véhicules sportifs ou citadins. Chercheurs universitaires industriels participent à cet événement jusqu'à jeudi. La jeunesse est également à l'honneur, comme en témoigne la remise des prix du concours Genelec. L'opération qui nous tient le plus à cœur, c'est Genelec. Genelec existe depuis 1998 ou 99, c'est la 16e édition maintenant. Et le but est de sensibiliser les élèves des écoles de Monaco, les élèves de 4e, de tous les établissements scolaires de la Principauté, en 3 étapes. La première étape consiste à passer dans les classes et leur expliquer avec des dossiers, des PowerPoint, etc., leur raconter un petit peu ce qu'est le véhicule électrique. Une deuxième étape consiste à leur proposer de participer à un concours de logos et de slogans en faveur de la mobilité propre. Le concours, ensuite, un jury se réunit pour délibérer, pour désigner des lauréats. C'est aujourd'hui, en présence du souverain, que nous allons remettre ces prix aux élèves qui ont eu le plus d'imagination. Et la 3e étape de Genelec, c'est une opération sur le terrain qui a lieu début février. Cette année, c'était le 5 février, où, avec l'aide du motoclub, de la sûreté publique, avec le soutien de la SMEG et de de l'éducation nationale aussi, bien évidemment, et de diverses institutions, on leur propose de venir essayer des scooters, des vélos. Il y a un atelier sécurité routière. Et quelques minutes plus tard, le voile est levé. 6 lauréats sont récompensés, 3 dans la catégorie logo et 3 dans celle des slogans. Ça m'a impressionnée un peu parce que je m'attendais un peu à avoir quand même un prix, mais pas vraiment le premier prix, scooter, et ça m'a vraiment impressionnée. Alors est-ce que tu vas apprendre maintenant à faire du scooter électrique ? Oui, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, oui, je pense. Alors, tu as décidé aussi de faire une voiture à la place de l'Europe. Oui, parce que ça nous représentait un peu, et puis voilà, ça représente l'électrique avec la prise qui est branchée. Je suis très ravie, c'est juste impressionnant, j'ai jamais rien gagné, je suis très contente. Alors qu'est-ce que tu as fait comme dessin pour pouvoir gagner ? Moi j'ai gagné le slogan en fait,
J'écris rouler branché et le dessin, c'était une voiture avec comme un fil électrique. Autre événement organisé avec des jeunes, les rencontres de Monaco Jeunesse et Développement Durable le 2 avril, ainsi que la finale du concours du Meta Europe. Un mois présent sur la visite officielle en principauté du sous-secrétaire d'État italien aux Affaires étrangères et à la coopération internationale. Une visite qui avait lieu ce mardi sur le Rocher. Émilie Rousseau vous en dit plus. Le mois de la langue et de la culture italienne en principauté, l'accord fiscal signé le 2 mars dernier ou encore le Forum international Made in Italy sont autant d'exemples des bonnes relations que Monaco entretient avec l'Italie. Ce mardi, ces liens se sont consolidés par la visite officielle d'une délégation italienne sur le Rocher pour une réunion au ministère d'État. Une délégation menée par le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, le sénateur Benedetto Della Vedova. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, d'abord pour nous réjouir de l'accord signé, l'accord fiscal signé il y a très peu de temps. Nous avons évoqué le télétravail, nous avons évoqué l'investissement que Monaco est prêt à faire en Italie, notamment au parc d'activités de la Roya à Vintimille, mais aussi le projet de la Société d'exploitation des ports de Monaco de venir être partenaire de la société qui construit le port de Vintimille. Et donc la Société des ports de Monaco pourrait achever le port et ensuite gérer le port, ce qui nous faciliterait beaucoup la gestion des yachts et procurerait, je crois, à Vintimille aussi un essor économique et touristique très important. Cette visite aura été l'occasion de préparer la future commission de coopération administrative italo-monégasque qui aura lieu dans un peu plus d'un mois. Elle aura également été marquée par la signature d'un protocole d'entente sur la coopération au développement en lien avec la future exposition universelle de Milan. Nous sommes très heureux que la principauté soit présente à l'exposition 2015 à Milan, avec son propre pavillon. Je dis cela car ce pavillon est construit avec des containers qui seront ensuite utilisés pour être la base d'un programme de coopération pour le développement en Afrique, et soit en partenariat avec l'Italie. Ces containers deviendront là-bas un centre de formation, une structure importante pour la coopération. Vous venez donc de l'entendre, l'Italie est devenue un des partenaires de Monaco pour le projet de centre polyvalent pour la Croix-Rouge du Burkina Faso, un pays où nos voisins transalpins sont déjà très actifs dans le domaine humanitaire via leur coopération internationale. Et dans le reste de l'actualité monégasque, le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Paul Masseron, quittera ses fonctions pour prendre sa retraite le 4 avril prochain. Il sera remplacé par Patrice Cellario, actuel directeur général du département de l'intérieur. C'est avec beaucoup d'émotion qu'un cocktail était organisé ce lundi soir à la résidence du ministre d'État, entouré des plus hautes personnalités de la principauté. À cette occasion, Michel Roger est revenu sur le brillant parcours de Paul Masseron en rappelant qu'il a été le plus jeune préfet de France en 1987. Accompagné de son épouse Odile Masseron, le conseiller, quant à lui, a qualifié de réel bonheur ses 9 années passées au sein du gouvernement princier. Vous le savez, l'hôtel de Paris est en pleine phase de rénovation et bien par voie de conséquence, le Louis XV se refait également une beauté. Le restaurant gastronomique rouvrira ses portes ce jeudi. Un reportage de Fabien Bonilla. Après 3 mois de rénovation, ce restaurant gastronomique connu dans le monde entier s'offre un lifting, un coup de jeune. Et cela commence tout d'abord par la carte. Seules 2 entrées, 2 plats et un dessert sont conservés. Il y a les plats qui ont fait l'histoire, on ne va pas les bouger, quoi. Le plat de légumes aux truffes, il y avait un gamberoni avec un gelé de bouillabaisse, il y avait un pigeon qui est là depuis le premier jour, il y a un baba au rhum, il y a notre dessert qu'on a inscrit comme les classiques. En fait, les produits sont les mêmes, on a une vision beaucoup plus contemporaine, je dirais beaucoup plus acide, beaucoup plus tonique, beaucoup plus dans la finesse du trait, dans la justesse de goût, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, bien sûr l'extraordinaire sourcing que l'on peut trouver ici, bien sûr que ça en préserve, on va plutôt encore le magnifier, on va se consacrer à regarder ce terroir avec encore plus d'attention, plus de passion, plus de radicalité, je dirais, dans un décor où on a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire
pour se consacrer à ce que l'on va venir manger, de l'instant que l'on va passer dans ce lieu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'il y ait suffisamment de lecture à la fois dans l'espace et de la lecture et du plaisir gustatif dans l'assiette, dans chaque objet qui compose l'expérience autour du déjeuner ou dîner que vous allez venir prendre ici. Ça doit laisser un souvenir délicieux et si on y a réussi, il doit rester indélébile. Si la carte a évolué, le design aussi, moderne mais sobre en même temps afin de sublimer les plats. La grande composition florale au centre de la pièce n'est plus. À la place, l'office, un module créé spécialement pour Alain Ducasse. C'est ici que seront préparées les salades, le café, l'huile ou le pain. Le lustre est une immense auréole composée de 800 pièces de verre de Murano. Seuls les murs et les fresques sont restés intacts. On est dans un lieu qui est un lieu historique, un lieu qui est très cher à son cœur. Je pense que ça c'était important. C'est quelque chose c'est le début pour lui, le début de sa grande carrière. Et donc on touchait quelque part à quelque chose qui était très important pour lui. Et en même temps, cette salle, elle est chargée d'histoire. Et évidemment, c'était de réussir à trouver le juste équilibre entre introduire la modernité, le design, le présent dans ce lieu historique et réussir à faire que ces deux éléments se marient bien, discutent bien l'un avec l'autre. La carte a changé, le design aussi, mais également le nom du restaurant. Tout comme Alain Ducasse au Plaza Athénée, le Louis XV s'appelle désormais Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. C'est toujours Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, au Louis XV, mais je pense que de compresser les noms était une bonne idée, puisque la notoriété a grandi du Louis XV, la mienne aussi, donc destinée à être utilisée pour mieux valoriser cette implantation unique du restaurant Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris à Monaco. 25 ans déjà, 27 ans déjà. C'est déjà un vieux restaurant qui s'est patiné, qui a pris, non pas qu'il avait pris des rides, mais il s'était inscrit dans une certaine habitude. Et l'habitude, c'est synonyme de mauvaise habitude, donc il fallait en changer. Ce restaurant avait un succès. Il fallait renouveler ce succès. Non, rien n'a changé, tout va continuer. Voici les paroles d'une chanson qui pourrait correspondre à cet embellissement. Du changement, certes, mais au fond, dans la continuité. Ce restaurant de la haute gastronomie a désormais un pied ancré dans la tradition, mais également dans la modernité. Voici à présent un reportage qui va vous permettre de découvrir le travail photographique de Mikhaïl Baryshnikov, très connu pour ses performances de danseur. Ses œuvres sont visibles sur les murs de la Galerie 11 Columbia au Larboto. Sandrine Nègre a pu le rencontrer. Mikhaïl Baryshnikov, un nom ou plutôt une légende de la danse. Après des décennies à s'illustrer sur les plus grandes scènes du monde, le danseur étoile lève le voile sur une partie des clichés qu'il a réalisés en tant que photographe. Le monde de la danse est toujours à l'honneur ici, même si le photographe avoue capturer aussi bien d'autres sujets. Vous savez, j'ai réalisé différentes photographies durant toutes ces années, mais je n'ai pas commencé très jeune. Je me suis mis à la photo alors que je devais avoir une quarantaine d'années. J'ai commencé par un aspect très traditionnel avec mes enfants, mes amis, des paysages, des clichés variés sur pellicule. Puis lorsque je suis passé au digital, j'ai commencé à immortaliser tout ce qui touchait à la danse et à ses mouvements, d'où ce flou. Vous savez, je ne voyage pas avec un carnet, mais avec un objectif, ce qui me permet de photographier de la danse de rue et ce qui se passe dans les théâtres. Mikhaïl Baryshnikov fait en quelque sorte son retour sur le rocher. Il avait dansé par le passé sur la scène de la Salle Garnier. Baryshnikov qui suit bien sûr de très près le travail accompli par les ballets de Monte-Carlo et Jean-Christophe Maillot. C'est un chorégraphe talentueux, je le connais depuis des années. J'ai visité les ateliers et l'académie de danse l'autre jour. Ce sont des espaces extraordinaires. Vous savez, la danse est liée à Monaco sur le plan historique. Il y avait déjà des créations il y a plus d'un siècle ici. Je me souviens avoir travaillé en principauté avec Margot Fontaine pour une série de danse destinée à la BBC.
Je garde un fabuleux souvenir de la princesse Grace et de son époux. Danse, photographie, théâtre, cinéma et même télévision, la série culte Sex and the City. Mikhail Baryshnikov est un véritable artiste. Dancing Away, cette exposition proposée par Space, Saint-Barthélemy, Muse Cultural Consulting et la galerie 11 Columbia dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, en est une belle illustration à découvrir jusqu'au 7 avril. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Mercredi, prolongement d'une période agréable avec des températures allant de 13 à 18 degrés. Jeudi, très belle journée au programme avec un thermomètre identique à la veille. Vendredi, poursuite d'un temps sec avec un mercure légèrement en hausse. Et enfin samedi, un début de week-end plutôt nuageux avec une maximale de 15 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.